Ispahan. La première fois que j'ai posé le pied sur le sol iranien, c'était à Ispahan. Et je me souviens avec le recul d'un concentré de culture perse en plein milieu du désert. Cette ville extraordinaire, j'en garde un souvenir ému, comme beaucoup, ému par la sensualité, le raffinement et puis la spiritualité qui est contenue dans tous ces espaces et dans les espaces qu'elle a produits, pourtant dans un milieu hostile. Je vous propose dans cette courte intervention d'essayer de repérer les correspondances qu'il y a, qu'on suppose en tous les cas, entre la ville, son urbanisme, son architecture, et puis le milieu dont elle est issue, c'est-à-dire le désert. Alors le désert, c'est un espace métaphysique incroyable, en tous les cas qui m'a beaucoup ému, et on est dans un rapport tendu, immédiat, puissant, entre le sol et le ciel, sans aucun intermédiaire. Et ce rapport-là, il est magnifié par la puissance du vide. On a vraiment une sensation de transcendance dans ces lieux. Comment habiter des espaces de la sorte? La première manière, c'est d'être nomade, de s'y balader. Et la seconde, c'est sans doute de créer des espaces ou des lieux à l'abri de son climat extrême et pour pouvoir y vivre. Ispahan fait partie, évidemment, de ce deuxième cas. On voit sur cette image qu'elle s'est installée le long d'un fleuve dont les rives sont verdoyantes et qui explose en jardin progressivement, comme une oasis. On pourrait dire d'Ispahan que c'est une oasis, avec au centre une densité urbaine plus forte, minérale. On voit apparaître des jardins clos sur un autre modèle que les jardins périphériques ou les rives verdoyantes du fleuve. Donc on a des jardins clos et dans le centre même, c'est là qu'on va se concentrer, en tous les cas sur la grande place. On voit les jardins de la cité royale, donc le modèle de l'oasis, du jardin avec toute sa symbolique, cet espace de sensualité, de fraîcheur à l'ombre, les fleurs, l'eau et évidemment cette incarnation du paradis pour les Perses. À côté de ces jardins figure la place, la grande place, puisqu'elle fait près de 9 hectares d'Ispahan. C'est un endroit exceptionnel. Là, on voit sur cette image, on voit bien comment la ville vient de lutter contre ce vide, comment, d'une certaine manière, elle vient le magnifier. Alors, cette place a été voulue et dessinée par le Shah Abbas pour être le lieu de la coexistence des trois pouvoirs, voire de leur réunification. C'est-à-dire le pouvoir économique à travers le bazar qu'on voit cheminer de façon organique jusqu'à la place, le pouvoir religieux avec les mosquées et le pouvoir politique avec le palais du Shah, le palais Ali Kippour. Donc chaque espace ou chaque pouvoir, si on peut l'appeler comme ça, continuer à l'appeler comme ça pour la clarté du débat, et à son organisation matérielle et symbolique. Le bazar, c'est un espace troglodyte qui est lié, imbriqué dans les habitations et qui permet d'avoir un microclimat frais, à l'abri donc des rayons du soleil et ventilé naturellement. Il débouche dans un espace ouvert, immense, où on sent cette grande taille, qui était à l'origine, sur ce dessin, quasiment un morceau de dessert. On voit le sol, aride, sans rien, et puis des bâtiments très bas qui cernent cet espace absolument extraordinaire, sur lesquels viennent s'incruster les mosquées et le palais du Shah. Donc, ce morceau de désert en plein centre-ville, il est très impressionnant et il figure la coexistence entre ces deux modèles qui vont fabriquer les espaces ouverts, publics de la ville, c'est-à-dire le jardin et la place. La place étant le lieu de la communauté. On y voit là des gravures où les personnages semblent jouer au polo. Il y a des manifestations de toutes sortes. Il y a des manifestations urbaines. Enfin, c'est le lieu de la collectivité. Et on voit donc sur cette image les mosquées et
une sorte de grande loggia du Palais du Chat qui domine cet espace. Donc on va voir maintenant comment les mosquées, le pouvoir religieux, puis le pouvoir politique s'incarnent dans ce lieu. Portail d'entrée des mosquées, bleu, tendu vers le ciel. Et puis, à l'intérieur, sur la cour centrale, on voit que ce bleu, il pourrait figurer la descente du ciel sur terre. C'est-à-dire, en tous les cas, il y a une relation immédiate et forte entre le bleu du ciel et le bleu de toutes ces céramiques. On voit aussi que le grand vide de la place centrale, qui correspondait un peu au vide du désert, ici, il est plus tenu, il est plus concentré, il est plus condensé. Et les iwans qui donnent directement sur cette cour centrale prennent leur force de cette tension entre la matière et l'immatériel du ciel. Et lorsqu'on rentre dans les iwans, sous la mosquée, sous la coupole, hein, on a une figuration symbolique magnifique, en l'occurrence, extraordinaire. Je parlais de raffinement tout à l'heure, là on le voit vraiment dans toute sa splendeur, du ciel et de la voûte céleste. Quand on est dans le désert, on est sur le sol et sous la course du soleil, sous la voûte céleste. On a d'une certaine manière ici une transcription aussi littérale ou directe de ce sol sur lequel les croyants marchent et puis du ciel qui est au-dessus et qui descend sur terre, comme on l'a vu dans les diapos précédentes. Le palais du Chat, El Capour, avec sa loggia sur, encore une fois, cet espace aride, sur ce sol du désert, qui domine ce sol du désert, lui, d'une nature un peu différente. Il est d'abord traversable par ce corridor qui met en relation donc la place aride et les jardins verdoyants à l'arrière. C'est d'une certaine manière le chat qui permet cette relation. Lorsqu'on est sur la loggia, on a une vue extraordinaire sur toute la ville, sur la place, avec cette sensation de légèreté, encore une fois, de poussée, de verticale, puisqu'il s'agit de verticalité, de ces poteaux très fins et de la couverture de la loggia. Mais le plus intéressant, au-delà de cette forme du chat qui n'est plus sur le sol de la ville, qui est déjà ailleurs, c'est le dernier niveau, le dernier étage, où, dans un espace creusé, absolument extraordinaire, creusé pour l'acoustique, par l'acoustique, je dirais, d'une certaine manière, le chat s'établit comme le lien, symboliquement, comme le lien entre le terrestre et le divin, par la musique, par l'intermédiaire de la musique, qui est une mise en harmonie. Dans les sociétés traditionnelles, la musique est une recherche d'harmonie entre l'ordre des choses, entre le monde et les vibrations que cette musique peut créer. Donc on a, avec le chat, l'idée d'un cheminement vers le ciel, avec un pouvoir intermédiaire entre le terrestre et le divin, et avec les mosquées, l'idée que le ciel descend vers le croyant. Alors, un retour vers cette place, donc double façon de fonctionner par rapport à la verticalité de la spiritualité. En retournant vers cette place, on se rend compte qu'aujourd'hui, ça n'est plus ce morceau de désert, cette puissance du sol aride, mais c'est devenu un jardin. Et donc, c'est tout à fait intéressant de voir que les deux modèles qui, d'une certaine manière, s'opposaient, avec le temps, ont fusionné pour faire cet hybride entre un immense espace que l'on voit là sur cette image, planté. Donc, il a plusieurs versions de plantation, avec l'eau comme miroir, selon la typologie classique des jardins. Donc le jardin est venu, ou l'idée du jardin, en tous les cas, est venue coloniser cet espace public, ce lieu de représentation et ce lieu de la transcendance d'une certaine manière. Mais par la proportion, et là on parle vraiment d'architecture, c'est par la proportion que ce lieu restera toujours le lieu de la transcendance. On le sent de façon très forte, et de la coexistence des trois pouvoirs et de leur tentative d'harmonie avec l'ordre du monde.
Mais on peut dire que la puissance du sol, la puissance du ciel et la puissance du vide cumulées permettent cette sensation de transcendance comme le désert.